Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Attention, on tente un truc, préparez-vous. 1, 2, 3, rigolez. Est-ce que vous avez rigolé ? Oui. Si oui, c'est bon, c'est que c'est notre thérapie du rire qui a fonctionné. Et si vous avez reconnu le rire de chacun et chacune, dites-le en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il y a des gens, c'est cheaté, je suis désolée. Mais... Si vous n'avez pas rigolé, c'est qu'on a bien créé un malaise, mais c'est marrant aussi le malaise, alors ça marche dans les deux cas. Comme dans les reportages là, des JT là, sur les thérapies du rire. À chaque fois, je me dis, mais non, mais pourquoi ils filment ça, les pauvres ? Ah, c'est les gens très donnaient leur inquiétant. accord pour être filmés. Ça. Et encore, après, moi j'avais vu une personne, une japonaise, qui riait, mais aucun muscle de son visage ne bougeait. C'était très s'activait. perturbant. Ah, c'était la vallée de l'étrange. Oui, complètement. Moi, ça me met un peu mal à l'aise à chaque fois ces reportages sur la thérapie du rire. Ah oui, et puis moi ce que j'ai vu, c'était souvent en entreprise et compagnie, mais hors entreprise, tu sens que ça pue un peu la dérive chelou quand même. T'imagines avec tes collègues, où il y a toujours des galères de boulot, de machin. Tu dois te regarder droit dans les yeux et rire. Et puis c'est surtout dans leurs Mon yeux Dieu. en fait, parce qu'ils ont beau rire, mais dans leurs yeux, tu vois quand même qu'il y a un truc de... Vous êtes pas en train de rire, tu vois. Tu sais, j'imagine vraiment Bizarre. The Office, tu sais, quand ils font les regards face cam avec le zoom, genre. Non. 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 Bon, aujourd'hui, on ne vous parle pas de thérapie de rire, du rire. On vous parle de ces mangas qui vous font rire, mais pas que. Parce qu'en fait, se marrer, c'est plus dur que de trouver de quoi chialer, finalement. Dans le sens où il y a tellement de formes d'humour différentes, puis tellement de choses différentes qui peuvent faire rire, pas que des formes d'humour. Il y a C'est même très des fois, personnel. ouais, exactement. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire fonctionner vos zygomatiques ? Si c'est oui, alors on lance le générique de la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas qui vous font marrer. Ah, est-ce que ça va te faire marrer, toi, Cagnard, ces mangas ? Ça dépend de quel moment. Pourquoi tu Tu viens de balais le- ça, là La pression. Il était en train de me balayer au corneille et bim, C'est exactement apéro pour ça. surprise. Mais quoi? Exactement pour ça. J'ai vu qu'il avait le regard totalement dans le vide. Il n'était quoi, pas monsieur avec nous. Je l'ai Mais quoi cueilli. Mais on est où là? Je comprends pas. Salut Cagnard, salut. Oui, Julie, j'adore salut rigoler. Robin. Salut Max, salut Est-ce Lu. que vous aimez rire ? Oui. Oui. Ça va. J'adore ça plus que tout. Très bien. Si vous nous découvrez maintenant, merci d'être là. La 5e de couve, c'est un podcast sérieux, un podcast manga hebdomadaire. Donc si ce sujet vous plaît, peut-être que d'autres vous plairont. Scrollez un peu, regardez, il y aura forcément une émission pour vous. Puis surtout, si vous aimez ce qu'on fait, laissez-nous un commentaire, une note, partagez l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen pour nous aider à nous faire connaître toujours un peu plus. Et puis surtout, on veut savoir quel manga vous fait marrer, vous aussi. Et là, on en a choisi 10, mais on veut connaître également les vôtres. Donc oui, aujourd'hui on parle de 10 mangas pour se marrer, mais ça sera pas que des mangas d'humour, parce que il n'y a pas que grâce aux mangas d'humour qu'on peut se marrer, au contraire même. On parle de titres qui nous font rire, mais par des biais très différents, du quiproquo au jeu de mots, en passant par le quotidien, ou même la vanne, ou même les petits rires intérieurs. Ça aussi, ça marche. Il y a de quoi se faire mal au bide dans tous les cas. Donc voilà, on a choisi 8 mangas, 2 scènes, des choses un peu nouvelles, des choses dont on vous a déjà parlé, du classique évidemment, notamment en fin d'émission. Et cette émission n'est aucunement exhaustive comme l'intégralité de nos émissions. Donc des mangas qui vous font marrer, il y en a plein d'autres, et qui nous font marrer, il y en a plein d'autres également. Mais là, en voici 10, et on commence avec une nouveauté. Un titre qui s'appelle Switch Family. C'est une création de chez Kiun, c'est signé Marie Sassano, et son compagnon, ou son mari, je sais pas quel est leur lien marital administratif précis. Paxé, peut-être. On va arrêter l'émission du coup, Max, tant qu'on n'a pas cette info. Ça n'a pas été Pourquoi tu veux travaillé qu'on là, avance? qu'est-ce qui se passe? Ryosuke, Tano, et ensemble, ils ont fait un manga qui s'appelle donc Switch Family. C'est Freaky Friday en version baston, et c'est assez hilarant. Alors, en tout cas, la couve et les pop de chez Pop, quoi. Il y a une espèce de fond jaune hyper catchy, les persos qui se détachent dessus.
Enfin, oui, c'est dur de passer à côté, je pense. En tout cas, dans les rayonnages, ça t'accroche bien. Et donc comme Freaky Friday, en gros, il y a un ado, bon là c'est un garçon, et une maman. Donc un ado et sa mère qui est reine du karaté, et ils sont dans le même corps. Attendez, c'est pas fini. C'est comme si votre maman, quand vous étiez ado, imaginez juste, remettez-vous à l'époque où vous étiez ado, c'est comme si votre maman vous suivait toute la journée en commentant ce que vous faites. Oups. Ah, comme une petite Ah, voix c'est bien mon intérieure. chéri. Ah oui. Ah, bravo. Ah, je te félicite, tu as bien fait. Ou alors, ah non, ne fais pas comme ça. Non. Vous imaginez un peu l'espèce de moment ultra flippant si ça vous arrivait et comment votre vie serait horrible. Et un jour sur deux, Bah, imaginez encore aujourd'hui, si... hein, même pas forcément adolescent. C'est bien Robin, je suis fier de toi. Ah, tu as fait un bon podcast. Arrête maman. Pourquoi tu commandes tout le podcast De me passer la joue comme ça. Et imaginez si un jour sur deux, en plus de commenter, elle prend la possession de votre corps. Voilà, Ouais, c'est ça, ça que je me demandais. Si c'était uniquement parce que du coup le temps qu'elle est le temps qu'elle est dans sa tête, on va dire, son corps est inanimé. Enfin, le corps de la mère, il est inanimé. Alors non, bah justement, Vas-y, c'est plus excuse-moi, compliqué. vas-y. Je vous fais le pitch dans ce cas-là, ce sera plus simple pour comprendre. On est donc dans une famille, papa, maman, fiston. Suite à un accident, la maman meurt. Ok. Voilà. Donc son corps, il est C'est le sous terre. fantôme. C'est le fantôme. Exactement. Ellipse. On est, je sais pas, genre une dizaine d'années plus tard. Maman est de retour, mais dans le corps de son fils adoré. Aïe. Elle se réveille un matin. C'est quoi cet ado ? Parce qu'il y a 10 ans ont passé, donc elle l'a pas reconnu tout de suite. Évidemment. Oh, une mère reconnaît toujours ça. Oui, alors elle le reconnaît effectivement assez vite. On se rend bien compte qu'il y Connaît a. au moins la maison peut-être. Ouais, elle se pose des questions. Il y a aussi un sujet là-dessus. Donc voilà, maintenant, on reprend le concept du Tensei en fait. Tu vois, la réincarnation, mais sans être totalement une réincarnation, sans la renaissance quoi. C'est juste une cohabitation forcée pendant 4 tomes, parce que ça va durer 4 volumes. Ouais, on est dans le pur cas de possession. Bon, De- c'est un ouais, cas de ouais, possession où en plus elle arrive à prendre le contrôle. Merci Shaman King. Mais c'est vrai qu'il a un background très film américain à concept avec un fantôme et tout. Et si en plus elle était reine de la baston, je trouve que c'est encore plus drôle ce côté-là parce que quand t'es un petit garçon, il y a ce truc où ta mère elle te protège beaucoup, mais il y a toujours ce moment où tu veux faut se plus être détacher. protégé par ta mère, tu vois, Ouais. tu veux toi Faire être, la bagarre. pas la taper elle, je veux dire, mais être suffisamment grand. Alors là, que ta mère, même quand t'es ado, elle marave la gueule des gens en face de toi dès qu'elle prend le contrôle, c'est drôle. Bah surtout qu'à un moment donné, elle agit comme une maman, donc elle décide de mettre de l'ordre dans la vie de son fils. Bah évidemment. Non mais il s'est passé quoi pendant ces 10 ans ? Non mais attends, on va tout remettre en place. Moi j'avais un rêve, c'est que t'aies des bonnes notes, c'est que tu aies une vraie vie, c'est que t'aies une gentille petite amie, et ainsi de Et suite. j'imagine que le fait qu'elle soit reine du karaté, elle va casser des gueules, quoi. Bah évidemment elle casse des gueules parce que lui il se fait à moitié harceler. évidemment. Mais sauf que le mec qui le harcèle, c'est pas forcément son harceleur, c'est un mec qui l'idolâtre un petit peu parce que c'est un roi de la baston. Donc du coup il est absolument contre le fait qu'elle lui pète la gueule. Oh. Oh là là. Ouais. Que de dilemmes. Que de Et dilemmes. de dilemmes moraux avec un fantôme. Mais ça me fait marrer tout le long parce qu'en fait à chaque fois tu te dis mais si ça m'a, enfin c'est inimaginable, mais à chaque fois tu te dis non mais ça, tu te mets à la place de lui, tu te dis mais c'est quoi cette vie, Quel enfer. Quel enfer, c'est clair. Et puis donc elle remet de l'ordre dans sa vie, et puis je passe sur la case papa parce que depuis qu'elle est morte, comme sa femme est décédée, lui il a quand même beaucoup changé, pas forcément bien, il passe du mec gentil au mec pas sympa du tout. Donc, elle va vouloir essayer de régler. De elle va l'aider vouloir lui tout aussi, régler, là. évidemment. Avec du karaté. Avec du karaté. Alors, je sais pas, parce que dans le tome 1, il n'y a pas trop de karaté avec le papa, surtout du karaté avec les mecs qui emmerdent le gamin, mais. Ça a l'air d'être peut arriver une à tout moment. formule. Tout à fait. Non, bah, c'est surtout qu'aussi la petite amie du garçon, elle fait du karaté. Aussi, mais il y a que lui qui fait pas de karaté. Il n'y a que lui qui fait pas de karaté, on est d'accord. Quel raté, pardon. Donc voilà, on a tout, et on a surtout la petite case drame parce que malgré tout le décès, la famille qui est brisée, ça donne une case drame qui est super importante pour faire des vraies montagnes russes émotionnelles, et que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas la partie drame, beaucoup de blagues tomberaient à l'eau. Oui, voilà. Mais sauf que là, elle fonctionne parce que C'est on a contrebalancé, ce côté drame qui contrebalance, exactement. Donc voilà, ça vient de sortir, ça s'appelle Switch Family, signé Mari Sasano, Yosuke Tano. C'est une création, ça va durer 4 tomes et c'est aux éditions Ki-un. La suite, deuxième manga de notre liste aujourd'hui, ça sort également là maintenant, ça s'appelle Le Bourge et la Cagole.
Là, on est sur un titre bien franco-français. C'est signé Akata. Enfin, c'est édité par Akata et c'est signé par Natsumi Aida, l'auteur non pas de Switch Family mais de Switch Girl. Et oui, on Oui, passe faut de suivre. Switch à Switch. Faut suivre. Ça nous parle de quoi, Julie? Alors, le Bourge et la Cagole, pardon. En fait, c'est l'histoire d'une rencontre improbable entre un garçon qui vient d'une élite, donc il vient de l'université de Todai. Et il est désespéré, sa vie c'est nul, son boulot, tout le monde pense qu'il a grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche et que Tout était facile voilà, pour tout lui. était facile pour lui et en fait il a envie de se suicider et il finit dans un petit bar de quartier et là il rencontre une fille hyper dynamique qui était une ancienne galou. Donc c'est pas tout à fait une loubarde, mais une fille très assez Loubarde niveau 1 peut-être. En fait, c'est ce qui a remplacé les loubardes dans les années 2000. Ouais. D'où la cagole, le terme qui nous paraît un peu trop français, mais Ouais, qui parce que finalement est bien trouvé. Cagole, c'est pas une loubarde, hein, c'est. Non, mais c'est une fille qui parle fort, qui Ouais. s'habille d'une certaine façon, qui a un qui a accent pas du peur- Sud. qui a pas peur de dire ce qu'elle pense. Et elle, elle représente ces filles un peu populaires, enfin cet esprit très grande gueule de Extraverti. gouailleuse, etc. Et donc elle travaille dans ce petit bar, elle voit que lui il a le moral dans les chaussettes et elle va être tellement gentille avec lui qu'il va plus penser à sauter sur les rails du train, là où elle le retrouve et tout. Et en fait, commence une histoire d'amour et ils vont se heurter au refus notamment de la mère du garçon qui refuse absolument d'être mêlée à la populace. Et donc le manga va en fait tourner autour de cette confrontation avec cette belle-mère très bourgeoise, hyper psychorigide, au point qu'elle engage des gens pour enquêter sur la vie de cette jeune fille. Et en fait, c'est très très drôle parce que comme Natsumi Aida était à la foire du livre de Bruxelles et elle a présenté sa nouvelle série. Mais donc de son propre aveu, elle se définit elle-même comme une spécialiste du clash, tu vois, de la battle entre différents personnages. Switch Girl aussi, ça tournait beaucoup autour de l'apparence. et des non-dits, Oui. finalement, de ce qu'on n'arrive pas à dire, de ce qu'on n'arrive pas à montrer de soi en public. Et donc l'idée, c'est que voilà, cette confrontation entre le Japon populaire et on va dire la bourgeoisie un peu pet sec, ça va créer des étincelles et faire un peu exploser le cadre pour que justement les deux personnages puissent vivre tranquillement leur romance parce que finalement ce qu'ils veulent c'est être heureux ensemble, ils se marrent bien, ils sont bien tu me dis qu'ils vivent tranquillement leur romance. Est-ce qu'on a toujours l'esprit loufoque complètement loufoque de Switch Girl Alors, là où c'est vrai que c'est différent aussi de Switch Girl, c'est que jusqu'à présent, on a toujours connu Natsumi Aida sous un angle de romance plutôt lycéenne, avec des trucs qui se déroulent dans les lycées, des filles qui cherchent un peu à s'affirmer ou qui s'affirment un peu trop par rapport à leurs autres camarades, tu vois. Et là, l'idée, c'est que ça y est, elle a basculé sur un magazine Josei. C'est que donc voilà, on parle du mariage, on parle de la vie après, une fois que tu rentres dans la vie active et que tu dois faire tes preuves en tant que femme, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas tout à fait la même saveur, mais ça reste barge parce que justement t'as le background des uns et des autres, le fait que peut-être la bourgeoisie et sa belle-mère elles ont des choses à cacher, tu vois, et elle veut pas se laisser marcher sur les pieds et elle veut dire qui elle est, ne pas se cacher. Et tu vois, par exemple, il y a une scène où typiquement la mère, sa mère à elle, qu'elle appelle par son prénom, parce que c'est comme ça qu'ils font, elle, pleine de gentillesse, elle lui demande de porter des légumes marinés faits maison à son copain, parce qu'elle sait qu'il adore ça. Et tu vois, à peine elle arrive chez son copain et elle explique ça à sa belle-mère, dès qu'elle repart, l'autre elle dit à ses domestiques, foutez-moi ça à la poubelle, c'est dégueulasse, prenez une photo et faites-le mariner, faites couler leur union, tu vois, parce que c'est impensable que ce genre de personnes puissent être dans son cercle social. C'est marrant, avec ces deux nouveautés, on est sur deux angoisses assez modernes. Quand t'es ado, que ta mère te suive partout et regarde tout ce que tu fais, et quand t'es jeune adulte, la belle-mère toxique. C'est vraiment à chaque fois deux angoisses, je trouve.
qui sont assez évidentes pour pouvoir en rire assez facilement. Ben après, moi je trouve que ce qui est intéressant dans le Bourge et la Cagole, c'est aussi qu'il y a toute une culture de, on va dire, la ménagère de moins de 50 ans, avec les sitcoms, les trucs à l'eau de rose, qui sont un peu détournés, tu vois, ou bien utilisés, mais de façon hyper parodique. Donc ça s'appelle Le Bourge et la Cagole. C'est signé Natsumi Aida. Il y aura que 7 tomes. Il y aura 7 tomes Ouais, c'est terminé exactement. au Japon. Le tome 2 sort début avril et tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit sur Switch Family, c'est le tome 1 qui vient tout juste de sortir la semaine dernière si vous écoutez cette émission à sa sortie. Parlons maintenant d'un des mangas qui nous a peut-être le plus fait rire ces dernières années. On vous en a déjà parlé mais on pouvait pas ne pas faire l'impasse dessus. Il est question de Die Dark d'Ayashida Q. Die Dark, comment le définir ? C'est, je pense, le manga le plus what the fuck de science-fiction actuelle. Oui, je pense on peut dire ça. Alors effectivement, c'est un choix un petit peu facile des Dark, mais enfin, il fait vraiment l'unanimité chez nous, quoi. Mais ouais, c'est rare. Et c'est même pas c'est que assez chez rare, nous, ouais. parce que à chaque fois que j'en parle et que je lui donne le titre du manga le plus drôle que je lis actuellement, on m'a jamais donné tort. Enfin, à chaque fois que c'est des gens qui ont lu des Dark, on m'a vraiment jamais donné tort. Donc ça me paraissait normal d'en remettre une couche encore sur Die Dark. Et pour moi, c'est vraiment l'une des forces du titre, c'est qu'il fait tout pour ne pas donner l'impression d'un manga d'humour. Et rien qu'en ça, je trouve que c'est génial, quoi. Tout est sombre, tout est très ancré. Enfin, il y a toute une atmosphère. L'histoire, elle est complexe. Tout est fait pour que ça soit hermétique et que tu te dis c'est pas drôle. Et pourtant, l'exploit arrive, tu vois. Et l'exploit absurde. Et c'est vraiment une œuvre à part pour moi dans la manière qu'elle a de raconter son histoire et dans la manière dont elle a à étendre son univers et expliquer son univers. Je trouve qu'il y a un truc. Moi, il y a un truc qui me fascine dans l'humour de The Dark, c'est la manière que Q Ayashida elle a de normaliser le gore, mais sans jamais franchir le cap du cartoon. C'est-à-dire que ce que tu vois est très violent, mais en même temps, tu sais que c'est des personnages qui sont immortels. Et donc, tu as ce côté cartoon où tu t'en fais jamais pour Bugs Bunny ou autre, parce que tu sais que c'est des toons et qu'ils vont revenir, mais sans le côté excentrique des morts et compagnie qu'on peut avoir dans du cartoon. Et je trouve que c'est un équilibre que personne n'a, en fait. Personne d'autre n'a à ce point-là, tu vois. Ah, mais ce qu'elle fait, ouais, c'est super personnel, en fait. Oui, et puis... Enfin, singulier plus que personnel. Oui, c'est un chouchou. Et puis, on sait qu'elle fait ça depuis qu'on a lu Dolo et Dolo, enfin, qui était aussi très sombre, très, très cracra. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a un truc très enfantin de aimer patouiller, aimer toucher des trucs un peu cracra, faire des mélanges pâte à modeler sable et puis voir ce que ça donne, tu vois. Et elle fait exactement ça avec ce qu'elle fait, dans ce qu'elle propose. Et c'est toujours hyper réjouissant, en fait. Il y a un côté... comment dire, c'est sombre, mais une fois que t'as passé le truc, tu te sens purifié. T'es vraiment très dans un bon mood. Je sais pas comment dire. Ouais, mais c'est le combo, en fait. T'as effectivement l'humour très noir que tu cumules à des punchlines super bien trouvées. Là encore, bravo à la traduction. Puis t'as la violence comique. Ah ouais. C'est violent et drôle. C'est plus que de l'humour noir. En fait, t'as l'humour noir qui est une chose, mais c'est visuel, c'est graphique. C'est comme voir quelqu'un tomber par terre. Généralement, on rigole, on devrait pas, mais ça nous fait quand même rire parce que voilà, effectivement, il y a cette espèce de rupture. Moi, je trouve qu'il y a aussi un truc qui est quand même assez fascinant dans ce manga, et assez original. Enfin, évidemment que c'est un manga très original, mais moi, je trouve que c'est la nature de l'humour. Alors, il y a beaucoup d'absurde, mais il y a aussi de l'humour noir. Et l'humour noir en manga, moi, je trouve que c'est un truc qui est quand même assez rare. Alors. Je suis de toute façon, au niveau de l'humour et du manga, moi c'est un petit peu compliqué, et l'humour noir en général dans la vie, c'est un des types d'humour qui fonctionne le mieux sur moi, et je trouve que c'est vrai qu'en manga je trouve ça assez rare de trouver des titres qui manient l'humour noir aussi bien que Ayashida Q le fait dans Die Dark en particulier. Donc moi c'est vrai que ça fait vraiment mouche sur moi, quoi. Et après la deuxième dimension, tu l'as un peu évoqué, Max, je trouve que c'est la mention spéciale à la traduction française, parce que il y a des trouvailles, vraiment, tu vois, c'est quand même, je pense, un manga dans sa version originale qui est drôle aussi par son champ lexical et le nom des personnages qui participent à cette espèce d'ambiance absurde et tout. Mais je trouve que les trouvailles que Sylvain Chollet, le traducteur, a eu, d'ailleurs, il a eu le prix Konishi, qui est le prix du meilleur traducteur pour ce titre,
c'est assez mérité, c'est vraiment brillant quoi, tu vois, genre Sans mauvais jeu de mots. non mais oui voilà, mais tu vois le Tugudu c'est génial comme trouvaille, c'est tellement, enfin Le death de la mort. je sais même pas ce que c'est le mot original en japonais, mais ça marche tellement bien le Tugudu, tu peux pas trouver mieux que ça quoi, c'est du génie quoi. Et puis Tokar quoi, le mec s'appelle Tokar, mais c'est genre vraiment Toujours meilleur nom. c'est un mot déjà de base qui me fait hurler de rire, je sais pas pourquoi, c'est le T, le C, le T, le Q, tu Oui, vois, c'est la forme Tokar, du mot, quoi. ça sonne quoi, ça Ouais. il y a des plosifs qui marchent, enfin tu sais, je sais pas, il y a vraiment une espèce de travail et de la version originale. Je trouve que c'est un beau mariage entre une version originale, une œuvre de base qui est de base brillante en termes d'humour par le talent de l'autrice, mais aussi conjointement le génie du traducteur qui a vraiment réussi à amener sa patte aussi et à en faire une version française qui, si ça se trouve, est encore plus drôle. Tu sais, enfin, non, mais j'en sais rien, tu vois. C'est possible, ouais. Mais il y a pas mal d'œuvres comme ça. Comme les noms dans Olivier Tom sont bien meilleurs en français. Non, mais il y a des œuvres où on dit que la VF est parfois plus drôle que la VO. En fait, c'est tu vois, ce que j'allais dire. Et je sais pas, moi je trouve qu'il y a un truc vraiment, il a réussi à mettre l'essence de la langue française et certains trucs qu'il y a dans la langue française qui sont drôles, et il a réussi à les mettre au service de stuff. Je trouve que c'est vraiment un travail vraiment à souligner quoi. Je vais même aller plus loin. J'ai l'impression que le traducteur, il fait partie de l'univers. Tu vois, il a tellement bien compris le mood de ce manga que pour moi, c'est quasi un personnage à part entière de l'œuvre en fait de cet univers déjanté. Ouais. Et tu vois, on prend souvent l'exemple des Simpsons en disant voilà, que la traduction ouais. des Simpsons elle est meilleure. Enfin, ils ont inventé des choses. Je pense qu'on est dans ce cas-là, de mec qui a parfaitement saisi l'esprit de la série et a réussi à le ramener avec des références françaises, et c'est vraiment un coup de maître quoi. Ouais, Au point où les Simpsons, il y a carrément un clash entre les téléspectateurs de la VO et les téléspectateurs de la VF en disant mais non, la VF est vachement mieux, mais non, la VO elle est meilleure. Aïe, aïe, Il y a une aïe. guerre contre fans d'une même œuvre. Et là, génial. on le saura jamais pour. Oui. Tu vois, Non, des- c'est un peu peu dur là. plus compliqué. Peut-être Julie qui sait, mais effectivement. mais en plus il doit s'éclater quoi. Moi je trouve que c'est ça sent que le Oui, il s'amuse traducteur bien. et l'autrice s'amusent quoi. Bah, le tome 8 sort mi-avril pour Doro et pour Die Dark, pardon. Et le tome 2 de la réédition de Doro et Doro, l'œuvre précédente d'Ayashida Q, sort également mi-avril, puisque ça y est, depuis le début de l'année, on a une réédition de Doro et Doro. On peut mettre ce manga entre les mains de gens qui ne pouvaient pas l'avoir en main avant, et ça c'est aussi bien parce que Doro et Doro, ça aussi c'est drôle. Ah bah carrément, il y en avait un petit peu plus, donc je vous l'ai mis. À la base, j'avais juste parlé de Die Dark, mais finalement, ça vaut toujours le coup de refaire un petit focus sur Doro et Doro, parce que la série est vraiment géniale et vraiment, elle a les mêmes qualités que Die Dark. Ah c'est ça, dans les magasins quand on dit ce sera tout. Non mais Bah, attendez, regardez, j'ai des brochettes là qui sont là, Des je vous les fais gyoza. à moins 50%. Enfin bon, là, vu le prix de l'édition, non, ça va pas être moins 50%. Pour Doro et Doro, j'ai réfléchi à un truc en repensant à la série il y a pas longtemps. J'avais envie de parler de la famille de N. N qui est vraiment l'antagoniste de la série, que tu vois dès le Oui. début comme un antagoniste. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que il part de ce postulat-là d'antagoniste dans l'histoire. Mais très rapidement, en fait, ça se termine quasi en sitcom familial type Notre Belle Famille ou autre, Oui. où tu suis la famille de N et tu commences à t'en faire pour eux et tu commences à rigoler avec eux, tu commences à avoir tes personnages préférés dans la famille. Et je me suis dit, c'est quand même vachement malin d'avoir réussi à faire ça, parce que à un moment, scénaristiquement, j'étais autant pris par les aventures de la famille de N, parce que je les aimais bien et parce que là, l'humour absurde dans la famille de N, il est vraiment là. C'est vraiment là où l'autrice met 80%, on va dire, de ces trucs les plus bêtes, je trouve, les plus absurdes. attends, on est passé vite sur l'histoire de Die Dark parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Doro et Doro, ça fait un moment qu'on n'en avait pas parlé. C'est quoi la famille de N? La famille de N, c'est en gros une famille mafieuse dans un monde magique. Donc, Ouais. au lieu, vous prenez la famille des Sopranos, on va dire, la famille de Tony Soprano, et remplacez-les uniquement par des tocards qui font mal les choses. Et qui ont des font- pouvoirs et qui chelous. ont des C'est pouvoirs, entre Camelot et les Sopranos. Et du coup, ce décalage, je le trouve vraiment hyper drôle à chaque fois, parce que ça reste une famille mafieuse en fait. Oui, en fait, c'est ça, c'est que N, c'est un patriarche, il a des responsabilités, il a la tête sur les épaules, mais il fait quand même des trucs complètement cons. Il fait quand même des trucs cons lui aussi, quoi. Et puis il a ses petites habitudes, il aime le confort, Oui. et il a une espèce de château gigantesque qu'il peut modifier à foison parce qu'il a des pouvoirs qui lui permettent de faire des trucs. Et il organise des soirées à thème, enfin c'est très... Il a le pouvoir du
champignons. Oui, Voilà, ouais. tu sais, tout est dit Tout à est partir de là. Et ça ne l'empêche pas de réapparaître comme très dangereux à certains moments. Et ça, je trouve que c'est un équilibre qui a réussi à avoir, tu vois, on n'est pas uniquement sur un manga absurde ou un manga d'humour noir, on est sur un manga qui sait se prendre au sérieux aussi, et réussir à alterner comme ça, je trouve que c'est vraiment une des forces principales de l'autrice. C'était donc 2 pour le prix d'un, Dai Dark, Edoro, Daiashidakyu. Tout est en librairie, tome 8, donc je vous l'ai dit, mi-avril, tome 2 de la nouvelle édition de Doro, mi-avril également. Mi-avril, c'est exactement la même date de sortie pour le tome 27 de Dr. Stone. C'était fini, mais en fait, non, c'est pas fini. On vous a La ressorti blague. un tome 27. Il y en a encore un peu, je vous le mets quand même. Ouais, c'est exactement ça. Puis c'est pas trop généreux, Dr. Stone. Je pense qu'il y avait. Oui, il y avait besoin. On reste un peu sur Il y avait sa besoin fin. d'en remettre, on n'avait pas assez. Il avait pas mis le concept de la machine à voyager dans le temps. C'est vrai. Fallait bien l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, et puis ça nous donne l'occasion d'en reparler parce que moi c'est vrai que c'est un titre, j'en ai déjà parlé dans cette émission. Moi Dr. Stone c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est un titre qui met la banane. Voilà, j'aime l'ambiance de cette série. Je trouve qu'il y a une galerie de persos vraiment très cool. Il y a à chaque fois, et puis surtout ça joue sur une galerie qui s'étoffe petit à petit et chaque nouvel arrivant introduit des nouvelles dynamiques improbables et recrée justement des situations, des interactions comiques. Il y a un rythme totalement frénétique et je trouve qu'il y a une espèce de vraie folie douce qui se dégage de ce manga, c'est-à-dire que c'est pas du tout un manga. Enfin, je pense que si t'es pas très habitué à la grammaire manga, tu peux trouver que c'est un manga un peu hystérique. Oui, parce que ouais. vraiment, c'est Un vrai peu que ça too much. s'arrête C'est jamais. Les foisonnant, persos sont très très énergiques et ils véhiculent leurs émotions de manière très extrême. Mais je trouve que moi, globalement, ce qui s'en dégage quand je le lis, c'est que ouais, j'ai vraiment l'impression de suivre une folie douce, c'est-à-dire une folie mais qui amène à des choses assez positives, puisqu'au final. C'est un manga sur la science, quoi. Et c'est un manga. Justement, alors l'histoire, Oui, pardon. c'est la fin du monde, tout le monde est pétrifié, plusieurs milliers d'années plus tard, il y a une dépétrification qui se passe par un truchement scientifique Dont on vous passera dont on vous passe les détails. Mais Et les gens se réveillent petit à petit, donc ils sont Exactement. très peu nombreux au début. Et donc ils essayent de refonder une civilisation grâce notamment à la science. Voilà, notamment la science, le personnage de Senku, personnage principal qui est un jeune garçon passionné de science et génie des sciences. Et donc vraiment, moi, c'est ça aussi que je trouve très cool, c'est que le postulat du manga, le concept, quoi, c'est vraiment de dire que la science, c'est trop cool. Et je trouve que c'est vrai que la science, on a tous en souvenir nos études et la physique, les maths, machin, c'est un truc, c'est quand même une discipline a priori très chiante, quoi. C'est vraiment apprendre des équations, des trucs pas très très rigolos. Et je trouve que ce titre parvient à t'expliquer que voilà, la force du médium manga, c'est aussi de te dire, bah ouais, non mais si, la science, ça peut être grave cool, regarde ce qu'on peut faire, regarde Tout ce qu'on fait. comment les persos positivement travaillent autour de ça et tout. Bah Et regarde, j'ai réinventé le coca. Et voilà, Oui. et je trouve Logique. que vraiment Logique. C'est la fin du monde, j'ai réinventé les moments le où coca. Senku redécouvre des trucs, enfin voilà, je trouve que l'effet comique, quoi, l'effet sur les zygomatiques, il est décuplé par ce côté, mais en fait le mec, si tu prends vraiment du recul sur ce qui s'est passé, il s'est cassé le cul à réinventer un truc super compliqué à faire. Et lui, il fait genre, il a une case où il fait hey, j'ai réinventé le coca, ou j'ai réinventé, je sais pas quoi, les téléphones portables. Enfin, tu sais, vraiment un truc. Et cette espèce de décalage entre voilà, la complexité de ce qu'il a mis en œuvre pour y arriver et le résultat graphique, narratif qui est très fun. Je trouve que ça crée vraiment un truc très marrant. Puis après, voilà, il y a plein de personnages qui ont des gimmicks très rigolos. Je pense au forgeron qui, à chaque fois. Quand il est passionné par un truc, ses vêtements explosent parce qu'il devient super musclé, parce qu'il se dit ça y est, je vais utiliser mon marteau pour C'est le fabriquer pouvoir des trucs fouilloir, et ça. tout. Voilà, ça c'est des mécaniques qui sont très graphiques, très marrantes. Et puis voilà, vraiment moi ce que je trouve très sympa, c'est que on est quand même sur un manga dont les enjeux sont énormes, c'est-à-dire que voilà le but c'est refonder la civilisation humaine, quoi. C'est vraiment l'enjeu peut-être le plus ambitieux d'un manga, quoi. Mais rien n'a jamais l'air grave, quoi. Bah, c'est ça. C'est la fin du monde ? Pas grave, ça va. Suffit d'attendre. Ouais, et tu sais, même au début, il y a des bêtes sauvages qui les attaquent. Bon, bah, ils vont réveiller le mec super balèze qui va leur casser la gueule. Puis après, ah bah, ce mec balèze, en fait, il est méchant. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution pour. Mais j'y pense, c'est un peu la thérapie du rire finalement, parce que Senku, c'est quand même.
en plein apocalypse, le seul mec qui est explosé de rire tout le temps. Ouais, mais en fait, il y a lui, mais ils sont tous too much. C'est-à-dire qu'il y a lui, il y a son pote au début. Chaque personnage a un peu son espèce de caractère très explosif, très dynamique, quoi, et qui va vraiment participer à cette ambiance. Bon, après, voilà, on n'a pas parlé des auteurs, mais c'est vrai qu'au scénar, c'est Richiro Inagaki, c'est le mec qui a fait High Shield 21, qui était déjà un manga qui pouvait avoir ce côté quand même survitaminé, très fun et très excessif. Et puis Boichi au dessin, qui voilà apporte cette espèce de fougue graphique. Et en plus, je trouve sur ce registre-là, on l'avait jamais vraiment vu. Et je trouve que son dessin au service d'un excès comme ça, très shonen, très surréaliste, très what the fuck, bah, ça marche encore mieux, quoi. Boichi qui du coup est à l'affiche des librairies avec l'arrivée du tome 27 de Dr. Stone, où je dis à l'affiche. Ça marche aussi. J'ai rien dit. Je t'ai vu, t'as fait l'affiche, ouais, ok. Mais je me perdais là. Boichi qui est donc en librairie avec le tome 27 de Dr. Stone, qui est donc l'ultime tome après la fin. Oui, c'est le dernier tome après la fin. On croyait que c'était la fin. Et en fait, non. Il y en a encore un. Boichi qui est aussi en librairie avec un recueil de science-fiction. C'est moins rigolo. Moins comique, ouais. Beaucoup moins comique. C'est notamment une partie des nouvelles qu'on avait dans un manga qui était nommé Hotel, un one-shot qui était nommé Hotel. Mais il y en a d'autres, je crois. Il y en a d'autres en plus. C'est ça. Maintenant, ça fait un double recueil qui s'appelle... C'est vrai que maintenant que tu dis Boichi est pas drôle. Hein. Boichi est pas drôle. Ça dépend. Même quand il essaye, hein, dans Sunken ou autre, il est pas drôle. Et puis il y a un manga qui sort début mai, le livre des multivers, aux éditions Pika, et le reste est aux éditions Glénat. Mais c'est pas lui au scénar. Non, c'est Lim Dal-Young. Oui, c'est ça. Donc ça sera drôle. Je sais pas. Peut-être. On vous parle de 2 scènes, de 2 mangas différents maintenant, Crayon Shinchan et puis Sumomo. Momo. La fiancée la plus forte du monde. C'est ça le vrai sous-titre très très important. Ah, c'est un petit oldies là que tu nous as sorti. Alors là, on n'est pas loin du manga. On est entre le manga oublié, le manga qu'il fallait oublier, le manga génial et le manga qui devait être dans les 10 mangas pour se marrer. Parce que c'est n'importe quoi ce titre. Hein. On est entre beau, notamment d'où la répétition de syllabes, et Ranma 1,5. Oui. Là, on est vraiment dans cet esprit-là. C'est vraiment un peu l'idée de Ranma, sauf que les 2 pères tarés sont là aussi, ok, comme dans Ranma. Là-dessus, on est bon. Mais là, ils ont transmis toute leur débilité à l'héroïne du manga. Concentrée. Sauf que, attends, son but à elle, c'est de se marier avec Koshi, parce que elle, Momoko et lui sont tous les 2 issus de 2 lignées martialistes historiques et leurs pères ont décidé de les marier histoire d'avoir pour descendance le plus grand guerrier de l'histoire et aussi pour empêcher une guerre. C'est bien tapé quand même. En termes d'enjeu, on est quand même bien élevé. Hein. D'ailleurs, l'héroïne, c'est pas si comique que ça, hein, comme. Ouais, c'est tragique en fait. Ouais, voilà, c'est encore une histoire de famille qui veulent s'unir pour avoir un héritier qui sera. C'est le ton de Max aussi. Là. Par contre, l'héroïne, elle aurait complètement sa place dans Dr. Stone. Elle a le bon ton pour Dr. Stone. Elle fait 1m10 et elle est ultra puissante. Mais excessive. Oui, tout à fait. Mais lui ne sait pas se battre, ou en tout cas, il n'a pas l'air de savoir se battre. Il a plutôt tendance à mettre le genou à terre quand un mec le regarde en lui disant « Mets le genou à terre. » Monsieur, je le fais. Et elle, pas du tout, sauf que lui, il est grand et il a l'air composé normalement, et elle est toute maigrichonne, toute fine. Et donc, elle veut le pécho. Elle est vraiment convaincue par les parents qu'il faut faire ça. Elle a le lavement de cerveau. Pécho par tous les moyens possibles, notamment la force. Et évidemment, ça crée un décalage énorme, parce qu'elle a pas les codes. Elle a pas vécu avec 2 autres êtres humains normalement constitués. On lui a pas dicté les codes. On lui a pas dicté les codes, ouais. Donc, voilà, tous les moyens, c'est aussi la violence, c'est une sorte, je sais pas, comme un troll d'internet avant l'heure. Tu sais, il lui manque la mesure, la subtilité, la raison. Alors, moi, tu sais que j'aime beaucoup ce manga. Les trolls ça dépend les trolls. Certains trolls sont très sympathiques. Mais j'aime beaucoup ce manga. Et là, en fait, ça vient de me sauter à la gueule. Est-ce que c'est pas un précurseur justement de Mashle,
tu vois, Beelzebub, ce truc, cette ambiance où il y a baston à fond, parce que là, on a l'impression que c'est une histoire d'amour et compagnie, mais c'est la bagarre, et la bagarre stupide, la bagarre comme Ranma, on peut l'avoir, Ranma aussi, évidemment. Mais en fait, t'as pas mal de Furio qui étaient aussi comme ça, en bagarre un peu stupide, sauf que ça se prenait un peu plus au sérieux. Il y a des mangas comme Kongo Bancho où ça se prenait un peu moins au sérieux à cette même époque. Sachant que c'est un seinen, hein, ce manga, c'est dans le Jungengan de Square Enix, donc c'est en même temps que Jackal ou Man Hall. Hein. Ah oui. C'est juste pour vous mettre un peu en tête. Oui, parce qu'elle a les cheveux roses. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait un article de Animeland qui disait et si les vraies blondes avaient les cheveux roses? Parce que c'est vrai que c'est quand même c'est tout à fait c'est étrange. Et donc, alors, tout ça pour arriver à une scène précise dans le tome 2. Une scène où lui il lâche un « je vais te casser tes petites pattes arrière ». Phrase classique. Il est en train de dormir et il y a l'héritière d'une autre lignée. Parce que oui, après il y a des embrouilles entre lignées, il y a d'autres lignées martialistes, etc. Il y a l'héritière d'une autre lignée qui tente, évidemment, qui tente de le tuer pendant son sommeil, mais elle hésite. Et en se retournant, lui, il la prend dans ses bras. Ah, ça arrive, pardon, moi ça m'est déjà arrivé. Et on voit des bulles où il glisse des mots d'amour. On pense qu'il est en train de rêver de quelqu'un. Et elle imagine que c'est d'elle par rapport à une scène précédemment. Et là, il commence à lui glisser un truc à l'oreille. Ou en tout cas, c'est ce dont on a l'impression. Et il lui dit « je vais te casser tes petites pattes arrière ». Puis ensuite, il y a la chute de la blague que je ne vais pas vous donner. Sinon, ça va pas être drôle du tout. Et évidemment, à l'époque, on s'attend pas du tout à ce genre d'expression dans un manga. C'était il y a 20 piges. Hein. Non, allez, 10 piges. C'était il y a 10 ans ce manga. Et on s'attend pas à ce genre de scène, à ce genre de phrase là, à ce moment-là, dans un manga. Ça vient d'un film français qui avait fait des gros scores. Hein. La vérité si je mens. Je sais pas si vous vous souvenez de cette expression. Si. Et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc on est aux antipodes du manga, entre La vérité si je mens et Sumomo Momo. On est très loin. Donc on s'attendait pas à trouver ce genre de phrase, et donc ça m'avait fait énormément rire et j'ai gardé ça en tête à l'époque. Et si je peux rajouter quelque chose, ça fait plus de 10 ans que je le connais Max, ça fait plus de 10 ans que cette phrase le fait rire, encore et encore. Moi c'est un marronnier que Maxime me reparle de cette séquence dans Sumomo, et là il est en full honnêteté, quoi. C'est vraiment genre peut-être la blague la plus drôle du manga à ses yeux. Mais c'est là top 3 peut-être. On peut malgré tout, grâce à cette blague, ouvrir un débat. C'est là où on peut se poser la question, est-ce que prendre des expressions à la mode à une époque, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce qu'à l'époque, moi, ça m'avait plié de rire. Dans le film, ça m'avait fait rire, je pense. J'étais... Dans le manga, ça m'avait fait rire de la retrouver parce qu'il y avait un décalage. Si je la découvre aujourd'hui, est-ce que ça me ferait rire? Peut-être, mais parce que j'ai la ref. Ouais, mais regarde, à l'époque de La vérité si je mens, ça nous faisait rire alors qu'on n'avait jamais vu cette expression. L'expression en soi est un peu drôle. C'est quand même un truc très imagé, très beauf. Voilà, c'est une forme d'humour qui, à mon avis, fonctionne. C'est pas trop daté, je pense. Mais après, moi, je suis désolée, je ne vais pas répondre à ta question, mais j'en ai donné une autre. C'est que j'ai lu Let's Go Karaoke, qui m'a fait rire aussi, donc je l'en parle, et de Yama Wayama. Et en fait, je me disais, c'est bizarre parce que sans avoir lu la version originale, je sentais que l'action se passait à Osaka et qu'il y avait tout un jeu sur le dialecte d'Osaka qui est souvent utilisé dans les mangas parce que c'est une langue, un peu comme le marseillais chez nous, ça fait référence à des dialogues comiques. Donc la cagole, elle est d'Osaka en fait, c'est ça? C'est une pure Edoko par contre, c'est pas pareil. Alors attention Robin, qu'on soit d'accord, Osaka, meilleure ville du Japon. Littéralement la meilleure ville du Japon. Et là où il y a encore... comme Marseille. Exactement. Et oui, et il y a beaucoup de mafieux, et comme c'est une histoire, donc Let's Go Karaoke, où un mafieux demande à un collégien de l'aider à devenir meilleur en chant pour pas qu'il se fasse marave par son boss, il y a tout un jeu sur les échanges, les dialogues un peu décalés entre le gamin et le gars qui est obsédé par l'idée de pas chanter comme une casserole et se retrouver avec un tatouage foiré, parce que c'est ça la punition quand le boss te chope et te dit non, toi t'es vraiment trop nul en chant, paf, tatouage maison. Mais Julie, c'est quoi la question que tu as dit? Ta question me fait penser à une autre question. Je ne vais pas répondre. Ma question c'est, est-ce que je crois que c'est juste un piratage
C'est ça, On parlait d'un autre hijacking. manga qu'elle a pas Ouais. pu mettre. j'ai eu un doute, c'est pour ça. On dirait Non, mais les bon. questions aux avant-premières de ciné, tu sais, qui sont pas des questions, qui sont juste là pour que tu dises ce que Non, mais tu ma penses. question, c'est est-ce que des fois, vous sentez quand même que malgré la traduction, il y a une part de dialogue qui vous échappe et qui crée une sorte de décalage humoristique, quoi. Ouais, mais pour moi, c'est une distance culturelle que je mets, et du coup, je la mets pas sur le dos de la traduction. C'est plus certaines expressions que, même si on les traduisait mieux, je ne pourrais pas les comprendre culturellement. Donc, j'ai pas l'impression de passer à côté de Non, blagues. moi je non fais plus. confiance au traducteur. Exactement. Ah bah Et là, pour le coup, tu vois, Guillaume. Attends, Guillaume Didier, effectivement, le traducteur de Sumomo Momomo, avec à l'époque Fabien Vautrin, le directeur artistique des éditions Kurokawa. Je trouve qu'ils avaient bien choisi cette expression, Oui. dans le sens où, alors effectivement, à l'époque ça te faisait rire, aujourd'hui c'est à la ref, ça te fait rire, et malheureusement ça date le manga, ça l'ancre dans une époque. Oui. Mais sauf que quand tu regardes, tu lis ce manga, tu te dis pas c'est un manga d'aujourd'hui. Il est déjà Non, ancré dans son époque en fait. Ah oui, Il oui. est dans son jus. Après, moi, je suis d'accord avec Robin. Cette expression, tu peux la comprendre par tout temps, on va dire, parce que la situation te donne envie de rire quand tu lis cette phrase. Donc ça s'appelle Sumomo Momo, j'en ai oublié. C'est signé Shinobu Otaka qui a fait ensuite Magi. Ouais. Oui. Maggie, vous Maggie. dites, Super manga. qui a ensuite fait Orient. Il y a eu quand même du travail derrière. Elle s'est cette beaucoup grosse calmée vanne. au final. Hein. Elle s'est Beaucoup calmée. Ouais, finalement Orient c'est gentil par rapport. Ouais, parce que ça c'est full n'importe quoi. C'est vraiment le collège fou. Ah, je me souviens, c'est ça que je te disais à l'époque. C'était un peu l'équivalent collège fou. C'est comme si on avait mis Ranma avec le Ouais, collège c'est foufou. ça. Ouais, ok. Oui, c'est ça, exactement. On remonte dans le temps là encore. Et on remonte encore plus dans le temps, mais en même temps, il y a la réédition qui vient de sortir en France. Parle-nous d'une scène d'un manga qui s'appelle Crayon Shinchan de Yoshito Usui. C'est proposé à nouveau en librairie par les éditions Mangetsu. Et donc dans le tome 1, il y a une scène dont tu voulais nous parler qui se passe à l'école. Oui, c'est parce que donc il y a des découpages par, on va dire, thème. Donc il y a une série de gags qui s'appelle L'école c'est le paradis. Donc ça c'est le numéro 7, l'épisode 7 de cette série, où donc on voit Shin-chan à l'école et évidemment il fait tourner en bourrique la gentille maîtresse qui essaye de leur expliquer qu'aujourd'hui il y a une fête, voilà, c'est le 3 février, ils vont faire Setsubun, ils vont chasser les ogres avec des haricots, et en fait c'est elle qui s'en prend plein la tête tout du long, quoi, et qui à la fin craque. Et en fait je sais que Crayon Shinchan c'est quand même un cas d'école. C'est le cas de le dire, parce que c'est vraiment le gosse terrible du manga. Et oui, c'est un seinen, ce n'est pas un manga pour plus jeunes, en fait. Ah non. Et même si les dessins ont l'air naïfs, c'est toute une mécanique pour justement faire rire avec des choses qui sont de l'ordre du quotidien, de l'inoffensif, et qui peuvent être terriblement corrosives, quoi, parce que Shin-chan, il adore mettre les adultes face à leurs contradictions, de dire « Ah, mais t'es une maîtresse, tu dois être gentille avec moi jusqu'au bout ». Sauf qu'il va pousser le curseur jusqu'à la faire complètement exploser de colère. Manga pour jeunes parents, quoi. Ouais, voilà, mais il y a un peu de ça. D'ailleurs, en fait, il est tout le temps en train de tirer sur la corde, et c'est drôle parce que malgré tout, ça reste un enfant. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont connu cette série grâce à la télévision japonaise, parce que c'était une énorme star des années 90. Oui, en fait, le premier manga de Crayon Shinchan au Japon est paru en 1990. Ça s'est poursuivi jusqu'en 2010 quand même, parce que c'est vraiment une série qui a accumulé plus de 50 tomes en édition originale. Alors que en France, on a fait 15 tomes chez J'ai lu, puis après on est monté jusqu'à 38 grâce à Saka, et là, il y a eu une longue période de blanc, et Mangetsu a relevé le challenge pour se lancer dans l'aventure. Challenge est un moindre mot. Ce qui est la meilleure blague. Je rigole. C'est Oui. beaucoup de courage. Mais enfin, en tout cas, tout ça pour dire aussi que Crayon Shinchan, c'est aussi le personnage originel, on va dire, précurseur des Yotsuba ou de ces enfants qu'on voit par exemple dans Barakamon, qui vraiment font rire en faisant n'importe quoi.
presque chaque année, il y avait des films qui sortaient sur grand écran. Il y avait énormément de produits dérivés, évidemment les dessins animés suivaient également. Et c'était vraiment le quotidien des classes moyennes et urbaines des années 80-90 qui était une espèce de... Enfin, je pense que maintenant, c'est quand même une certaine Madeleine de Proust pour une génération de lecteurs japonais. Et c'est intéressant de voir que, à l'époque, ces gens-là, enfin, je veux dire, ces classes moyennes, elles avaient des rêves de grandeur. C'était la fin de la bulle économique, l'immobilier, c'était facile, le travail, c'était facile. Et il y avait effectivement ce truc de la réalité des enfants. Facile, ouais. Les enfants, c'est pas facile. Ça s'appelle donc Crayon Shin-Chan. C'est donc désormais disponible en librairie en France. Vous pouvez le redécouvrir si vous ne le connaissez pas Troisième encore. tentative, du coup. Oui, exactement. C'est Putain, ça. il en a eu plus que Gundam. C'est ouf, quand même. C'est à souligner. Allez, on parle d'un autre manga pour bien se marrer. On se marre. Pardon ? On se marre avec l'Attaque des Titans, Cagnard ? Écoute, Erreur de casting. Pourquoi pas ? Parce que à force de réfléchir sur les mangas qui me font rire, j'avais envie de tordre un peu le concept et de l'étirer, de l'amener jusqu'à moi. Et du coup, j'avais envie de parler des fausses previews en fin de tome dans l'Attaque des Titans, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé fascinant dans cette œuvre et qui m'a vraiment à chaque fois fait beaucoup rire. Alors je vais peut-être pas résumer l'Attaque des Titans, non. Je peux donner l'ambiance globale du manga, c'est sombre, l'humanité est à deux doigts, tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir, voilà. Pardon, ça me fait Humains, rire. battez-vous pour votre liberté, quoi. Et il faut savoir qu'à la fin donc de chaque tome, il y a une fausse preview dessinée par l'auteur qui raconte une histoire en 2 pages, mais une histoire qui n'a... Enfin, d'ailleurs, c'est pas une histoire vu que c'est vraiment un instantané, c'est une preview et qui est censée te raconter ce qui va se passer dans le prochain tome, sauf que ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a une espèce de magie avec ça, parce que évidemment, t'arrives à la fin du tome, t'es toujours sur un twist, t'es toujours sur une mort, t'es toujours sur quelque chose d'assez grave. Et là, t'as vraiment ce truc qui vient casser complètement la dynamique de tout ce que tu viens de lire, et ce qui ne rend pas moins grave ce que tu viens de voir. C'est vraiment comme si tu te mettais à rire de nervosité, tu vois, tellement le manga t'a tendu. Il y a vraiment ce truc de c'est débile, pourquoi tu me montres ça, tu vois, pourquoi tu me parles de ça. Surtout que c'est un code dans le manga en général d'avoir la preview, d'un peu de ce qui évidemment, quoi. Même. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elles apparaissent pas tout de suite, ces previews. Dans les premiers tomes, elles sont pas là. Ça apparaît au tome 3. Après, finalement, au tome 4, t'en as plus. Ça revient au tome 5. Il y a même un moment, j'ai failli me faire avoir parce que je croyais que c'était une fausse bande-annonce. Parce que là, du coup, je les ai toutes relues d'affilée. Je les ai vraiment toutes refaites jusqu'à la fin. Et du coup, est-ce qu'il y a un sens qui s'est dégagé de tout évidemment. Il y a un sens qui s'est dégagé à tout ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que je me demandais si c'était une volonté de l'éditeur qui, tu sais, au bout d'un moment a dit ouais, c'est peut-être un peu sec là quand même ce que tu nous vends. Est-ce que tu veux pas dédramatiser le truc? Et faut se dire que ces previews là, je vais essayer de pas en raconter trop parce que ça vaut vraiment le coup de les lire. C'est vraiment des parodies de genre et qui sont uniquement des genres qui n'ont rien à voir avec le style de l'Attaque des Titans. Tu passes de la chronique adolescente à l'histoire d'amour en passant par un manga culinaire, et du coup au début c'est assez libre et au bout d'un moment tu sens qu'il commence à trouver une espèce de socle, parce qu'elles commencent à se suivre les histoires. D'abord elles se suivent sur 2 seulement, et après en fait toute la fin c'est la même chose. C'est je me souviens plus du nom, mais c'est l'Attaque des Titans Club, tu vois, où ils sont tous lycéens et tu les vois mis en scène dans des quotidiens complètement absurdes, et il y a toujours ce truc qui, en plus de ce que j'ai compris, en fait les fans ont essayé de trouver un sens caché à ces previews en pensant que il allait vraiment raconter des trucs qui allaient se passer dans le manga. Oui, avec des indices cachés, Exactement. des easter eggs. Et c'est là où après il y a eu un vrai truc qui s'appelait un spin-off qui s'appelait Junior High School, où ils sont vraiment à l'école. C'est là où j'ai cru que c'était une fausse bande-annonce. En fait, c'était la vraie pub pour Junior High School, tu vois. Ok, c'est marrant. Et il pousse le vice en faisant le gros troll, parce que à la fin, il y a, dans le dernier tome, il y a aussi une fausse preview, sauf que c'est pas une preview, mais c'est littéralement les héros de l'Attaque des Titans de l'univers qu'il vient de créer, en gros, quoi, de l'école, tu vois, qui sortent du cinéma
et qui viennent de voir l'attaque des Titans. Donc vraiment, il a poussé le troll jusqu'au quoi. bout. Il a fait un gros méta. Et le truc que j'adore là-dedans, c'est à quel point c'est des fausses previews. C'est là pour être débile, mais il la joue de manière tellement intense. Je vais en donner une. C'est vraiment un exemple. C'est en 2 pages. On voit Armin et il y a vraiment écrit quand tout semble aller bien. Et là, tu vois Armin qui se casse la gueule dans les escaliers et qui se fait mal au genou. Et vraiment, c'est traité de manière comme s'il était en train de se faire bouffer par un titan. C'est hyper dramatique. Et il y a écrit et en un instant, tout peut changer. Et voilà, ça y est, c'est tout. C'est la fin de la fausse preview. Et finalement, Cagnard, si t'enlèves toute la tragédie de l'attaque des Titans, ça reste quand même des mecs géants en slip qui se baladent Il y a pas de en slip. courant n'importe comment. Et d'ailleurs, ils ont sans pas de slip, slip, ouais. effectivement. Ouais. Mais qui courent comme des Sims, comme des enfants Sims. C'est Quoi. des gros bébés. Hein. Ouais. C'est des gros bébés. Ils n'ont pas la coordination, on va dire. Non, ça mais- c'est clair. Bon, Ouais. en tout cas, l'attaque des Titans, tout est disponible et vous pouvez évidemment bien relire toutes ces fins de page et ces lancements, ces teasings de tomes suivants. Shin Zero est aussi dans nos 10 mangas pour se marrer et celui-là, on ne l'attendait pas, Robin. Non, parce que moi ça partait pas gagnant parce que donc en gros Shin Zero c'est pas vraiment un manga, c'est de la BD hybride, c'est une série signée Mathieu Babelet au scénario et Guillaume Singelin au dessin qui est sorti chez Rue de Sèvres. Le concept c'est de revisiter un peu le Sentai. On est dans un monde où Les costumes lycra. les Sentai donc les Power Rangers et compagnie. Bah, c'est ça, parce qu'un épisode de Power Rangers, ça c'est rigolo. Voilà. Il y a toujours des mecs nuls qui font des clowns, quoi. Ouais, mais là, c'est une espèce de Ils font des cascades aussi. réinterprétation de tout ça. Alors moi, j'avoue, ça partait pas gagnant parce que moi, les Sentai, de base, j'aime pas spécialement ça. C'est jamais un truc qui m'a fait rêver. Et l'idée d'en faire un truc strictement parodique me parlait pas plus que ça parce que je trouve ça suffisamment débile en soi pour que je vois pas trop ce que la parodie va rajouter. Bon, tu me diras, les Inconnus avaient fait Bioman, c'était très drôle. Mais non, ouais, ça partait pas gagnant. Mais je trouve que là où il réussit le pari, ce titre, c'est justement d'amener cet humour ou en tout cas cette légèreté d'une autre manière. On n'est pas vraiment sur du... C'est pas vraiment une parodie, c'est pas un truc strictement débile, quoi. Shin Zero, c'est plus une espèce de tranche de vie sociale qui prend le point de départ qui est de retraiter la question du Sentai du point de vue de la société ubérisée, puisque du coup dans cet univers les Sentai sont des livreurs des auto-entrepreneurs qui sont appelés par des personnes pour faire des petites missions par-ci par-là parce que les kaiju n'existent plus. Du coup, Mais il y a c'est plus ça qui vraiment de menace. est surprenant, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un pitch qui est presque un peu what the fuck, avec une situation qui est pas rigolote, et finalement il y a du plaisir. Oui, voilà, parce que en fait, je pense que donc forcément l'univers sonne très japonais, asiatique, la ville dans laquelle vivent les personnages et même eux sont très typés de cette culture-là, parce que voilà, le Sentai encore une fois vient forcément de là, donc ils ont traité cette culture-là. Mais je trouve qu'il y a une espèce de sensibilité, le fait que les auteurs sont des occidentaux. Dans l'écriture, il y a une sensibilité qui vient un peu de leur culture à eux, je trouve, dans la façon de décrire les personnages, leurs interactions. C'est presque plus une espèce de sitcom européano-américaine. C'est presque Friends, mais avec des Sentai, tu vois, avec des mecs qui mettent des costumes de Sentai pour aller bosser, et du coup, je trouve que l'humour, la légèreté est vraiment dépeint dans les situations de vie. C'est marrant parce que ça sonne vrai, en fait. La façon dont les gens parlent, dont les personnages se parlent entre eux et leurs interactions sonnent vraiment vraies, et du coup tu les vois vraiment comme des personnages qui se parlent, qui s'envoient des vannes, et ça je trouve que c'est un truc une légèreté dans la lecture qui m'a vraiment bien plu, quoi. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé Shin Zero, mais je suis d'accord pour cette fluidité qu'on peut trouver dans les dialogues. Et oui, c'est vrai que c'est là que tu sens que c'est des Français qui ont écrit, parce que c'est un humour de vanne. Je vais pas dire que c'est franco-français. L'humour de vanne, il est très américain aussi. Mais on a ce truc on a ce truc dans la langue française d'adorer se vanner les uns les autres. Et c'est quelque chose qu'ils ont vachement retranscrit dans Shin Zero, et quelque chose surtout que je ne retrouve quasiment jamais dans le manga, en fait. Mais parce que c'est pas qu'une histoire de langue, je pense que c'est vraiment une histoire de culture, quoi, enfin de façon d'être, et du coup voilà, c'est d'interaction, culture entre de la nous. vanne, on n'est pas voilà, c'est ça. Je connais pas suffisamment bien la culture japonaise, mais je pense que voilà, on a vraiment ça en nous, et ces auteurs là ont vraiment utilisé ce contexte fantastique surréaliste pour en mettant en scène ça, quoi.
Donc lisez Shin-Zero, Mathieu Bablet, Guillaume Singelin, derrière ce manga qui est sorti aux éditions Rue de Sèvres, ou ce roman graphique, Voilà, appelez-le comme vous voulez. Faites ce que vous voulez, de toute façon lisez-le, c'est trop bien. Ouais, puis un truc qui est rigolo, alors rigolo, pas à se plier de rire, mais c'est juste qu'il y a une partie couleur noir et blanc qui est assez originale. Ça joue les codes du manga, donc c'est full en noir et blanc, sauf quand les personnages mettent leurs costumes, évidemment les Sentai sont très connus pour ça, ils ont leurs costumes de couleur, et en plus ça ajoute des blagues, puisque du coup il y a oui mais le jaune normalement c'est le nul, ou je sais pas, tu vois, chaque couleur a un rôle un peu, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils s'amusent des rêves que nous on avait en regardant les Sentai aussi. Ouais. Passons au l'avant-dernier manga de cette émission, dépêchons-nous, on arrive à la fin, il nous reste encore 2 titres à évoquer. Les Caprices de la Lune, qui est aux éditions Soleil, qui est signé Kyuichi Ramune. L'avant-dernier tome vient de sortir en France, Julie. Oui, et c'est traduit par Juliette Gérier. Et alors, c'est ma petite marotte. Je vous en ai parlé souvent. Mais je y reviens toujours parce que ça tient ses promesses. Là, on parlait de la culture de la vanne. Mine de rien, il y a des situations où Ayumu et Luna se vannent, se cherchent. Et c'est assez réjouissant en fait parce que le tout est dans un emballage comédie romantique. Sauf que ça va beaucoup plus sur la comédie et de temps en temps, t'es cueilli par le côté romantique où tu t'attendais pas forcément à voir certains retournements de situation, quoi. Et la comédie, du coup, elle est à quel niveau ? C'est quoi qui te fait rire ? C'est le jeu de mots ? C'est les quiproquos ? C'est absurde ? C'est quel genre d'humour ? Il y a un peu de tout ça. Parce que ça joue aussi bien, donc comme on disait, sur ils se taquinent, ils se cherchent. Il y a également beaucoup de quiproquos qui sont aussi des quiproquos, on va dire, visuels, parce qu'il suffit que il y a un personnage qui fasse « Ah, mais t'as une poussière dans tes cheveux » et puis l'autre, il va interpréter ça comme « Ah, il a essayé d'embrasser ma meuf », tu vois, et ça va délirer et complètement partir en vrille. Et je sais que c'est très... oui, ils sont au collège, quoi. Donc, moi, ça me fait rire aussi de voir cette espèce de naïveté des persos, surtout de Ayumu qui n'y connaît absolument rien au code de la drague, au code de comment se comporter avec un amoureux. Parce que voilà, pour elle, Luna, c'est son amie d'enfance qui a toujours été un peu méchant, à la bâcher quand elle disait des trucs complètement débiles. Et en fait, elle laisse partir parfois son imagination et les situations deviennent improbables. Et c'est marrant de voir que en fait, l'autrice ou l'auteur n'a pas de barrière d'arrêt d'urgence. Enfin, je veux dire, comment dire, il y a pas de frein à sa créativité et ça va vraiment s'étendre comme ça, comme une coulée très lente, mais on sait qu'on y va, quoi. Genre que c'est complètement absurde et qu'on va être complètement hors cadre, mais c'est très réjouissant parce que tout est tourné en dérision et évidemment, ça s'adresse quand même à un public jeune, c'est prude, c'est mignon, donc il y a une bonne piqûre aussi de rappel de mettez-vous en couple avec quelqu'un qui vous fait vraiment marrer et c'est vraiment appréciable comme un petit bonbon comme ça. Les Caprices de la Lune aux éditions Soleil. Pour finir cette émission, on était obligé de parler de notre maître à tous. Si je vous dis pipi caca, jeu de mots à la con, situation absurde, bienvenue dans la dure-réalité de ce scientifique malade, Dr Slump. Évidemment, Norimaki. on était obligé de parler du Dr Slump de Norimaki Senbei. Évidemment, le manga par lequel a commencé Toriyama. Le manga est le maître, quoi, Toriyama, quoi, parce que voilà, moi je trouve qu'avec Toriyama, on est vraiment sur le cas d'école de ce que c'est pour moi le manga marrant. Ok, il y a l'écriture, il y a le comique de situation, il y a l'absurde, les personnages, tout ça, ça participe évidemment du fait de créer un manga comique. Mais moi, ce qui me frappe le plus chez Toriyama, c'est son dessin. Moi, je trouve que Toriyama, il a un dessin comique. Il a une façon de croquer les personnages. Mais il peut même juste dessiner un perso, rien lui faire faire. Hein. Et je rigole parce qu'en fait, il y a un équilibre parfait entre cette forme très stylisée, très épurée. Je vais pas faire la critique de l'art de Toriyama. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. C'est vraiment un mec qui a su arriver à cette espèce de ligne claire, un truc complètement évident dans les designs. Et en même temps, il arrive à amener de la caricature là-dedans, donc ça crée vraiment des façons de dessiner les personnages. Enfin, moi franchement, il me montre la gueule de Norimaki, je rigole, il a vraiment une gueule de con, enfin, vraiment, je sais pas, les proportions, ils sont drôles, les proportions, il a une grosse tête, il a sa petite moustache de merde, enfin tu sais, c'est vraiment
une espèce de génie de caricaturiste déjà de base, et en plus il met ça au service d'une narration, d'un rythme et de situations implacablement comiques. Donc il y a vraiment, voilà, pour moi lui c'est le boss quoi, il y a rien à dire quoi. Je fais un petit rappel parce que malgré tout, Dr Slump, ça a 45 ans. Hein. Ouais. On n'était pas nés en fait quand il a créé Dr Slump. Aucun de nous autour de cette table n'était né à cette époque-là. Donc Dr Slump, pour les plus jeunes, ceux qui ont raté cette œuvre absolument majeure. Dr Slump, c'est donc un manga d'Akira Toriyama, hein, le mec qui a fait Dragon Ball ensuite. Puis Dragon Ball Super. Et oui, effectivement, il y en a. Derrière. Le pitch, c'est quoi ? On vit dans un monde fictif, plus précisément dans le village Pingouin. C'est ici donc Norimaki Senbei conçoit un robot petite fille à râler. Et désormais, ça sera sa fille. Et donc, elle va aller à l'école comme tout le monde. Elle va vivre avec lui comme dans une famille normale. Sauf qu'aucun de ces personnages n'est normal. Elle, c'est un robot. Elle est surpuissante. Elle n'a pas les codes non plus. C'est un robot, donc non. Elle n'a pas du tout les codes de la société. Elle ne fait rien comme tout le monde. Et elle fait surtout n'importe quoi. C'est vrai que pour un robot, elle apprend pas. Hein. Non, au fur et à mesure, son algorithme est pété. Ouais, il est cassé. Même ChatGPT, il sait mieux faire, quoi. On est d'accord. C'était pas. Il a eu un souci, Norimaki. Non, mais c'est l'absurdité totale. Moi, j'adore le village Pingouin. Je trouve que c'est tellement génial d'avoir inventé ce lieu, quoi. Et puis, comment dire, c'est le même univers que ce qu'il va déployer après, ces maisons rondes ou absurdes avec des formes complètement débiles. Et franchement, un peu comme dans Shin-Chan, il y a vraiment une décennie d'insouciance dans les années 90. Même si la réalité est difficile parfois pour certains. D'ailleurs, confère maison à Ikoku, puisque là, par contre, on a un manga comique, mais sur la dèche, raconté par Lumiko Takahashi. Mais je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'ambiance de folie douce qu'il y avait dans cette époque-là, et on rigolait, on arrivait à être léger, à trouver des choses amusantes. Les robots, ça avait l'air, c'était le futur, quoi. Mais pourquoi est-ce que ce futur devait être polissé et ne pas être complètement débile et absurde ? Même si on est 12 ans avant, hein, Dr Slump, par rapport à Shin-Chan. Oui, mais je pensais plutôt à Lumiko Takahashi, pardon. Effectivement. Les nerds. Bah attends, faut être précis à un moment donné. Et il surtout, dans Dr Slump, au fil des épisodes, au fil des chapitres, il se passe des choses sérieuses. On va dans des délires temporels, il y a des histoires de super-héros, il y a des attaques extraterrestres. Non mais c'est sérieux, enfin on déconne pas avec Dr Slump. Mais Machel aussi c'est sérieux. Il y a la fin du monde. Extraterrestre, Il y a la pas fin tout du ça. monde. Sauf que et l'avantage dans Dr Slump, c'est que tout est fait de façon foireuse et que tout est propice aux gags, même les choses les plus sérieuses. Et Toriyama est super fort pour faire ça, je trouve. Bah même dans Dragon Ball après, hein, il le faisait aussi. Hein, il y a eu un crossover. Ouais, hein. voilà. Bon, déjà il y a eu un crossover, mais tu vois, surtout le début de Dragon Ball évidemment. Mais oui, il a toujours eu ce talent d'amener des séquences, des scènes qui devraient être dramatiques ou sérieuses et les contrebalancer par des situations complètement absurdes. Ça a toujours été un de ses points forts. C'est vraiment... Et puis, il avait cet amour de l'humour régressif. Je veux dire, vraiment pipi caca, c'est complètement ça. Il y a vraiment des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire ? Mais le dessin est impeccable. La narration est impeccable. Et du coup... on peut pas dire que... Enfin, il y a un contraste très fort qui crée en plus beaucoup de... Enfin, je pense que ton cerveau ne suit plus, quoi, et donc provoque une espèce de gêne et de rire. Mais effectivement, t'as rien à ajouter à ce qui est de la facture du manga. Pour être un peu technique, le pipi caca, le scato, c'est la base du running gag de Dr Slump. Donc, ce n'est pas usé n'importe comment. C'est usé de manière réfléchie, si bien que même le caca est devenu un personnage récurrent de Dr Slump. Un petit caca sur un bâton. en rond, sur un bâton, c'est même devenu des figurines. Ouais, des goodies. Des goodies, c'est même devenu des objets de cosplay. Mais ça m'étonne pas. Vous savez qu'historiquement, je crois que la première blague de l'humanité, c'était une blague de paix. Hein, donc c'est vraiment... c'était en Égypte ou je sais plus où. Là, et, mais il y a vraiment des traces de ça. Ouais. Ça m'intéresse trop. Les traces, oui. Bon, après, si tu la la lis, la blague est pas giga drôle, mais je veux dire, le scato, c'est l'origine de l'humour. Oui, et puis t'as des emaki du XIIIe siècle japonais où tu vois des gens qui ont des problèmes, on va dire, intestinaux, et puis, dis donc, tout le rouleau est imprégné des dents.
Je vous refais la liste des mangas dont on a parlé dans cette émission, en plus de Dr. Slump qui est donc disponible aux éditions Glénat en une édition perfecte qui fait 15 volumes, qui a été traduit par Anthony Presman. Nous avons eu Les Caprices de la Lune aux éditions Soleil, Shin Zero chez Rue de Sèvres. On a eu L'Attaque des Titans, bien évidemment. On a eu Crayon Shinchan qui revient chez Mangetsu, Sumomo chez Kurokawa, qu'il faut commander, ça vous le trouverez très peu probablement en librairie. Mais il faut le lire. Oui, évidemment, bien sûr. Dr. Stone, ça sera plus facilement disponible. Doro ressort en édition, en Chaos édition, tome 2 mi-avril. Die Dark qui est à 8e tome qui arrive aussi mi-avril. On a Le Bourge et la Cagole qui est déjà sorti. Et Switch Family également, nouvelle création aux éditions Kiun. On aurait pu parler d'un tas d'autres mangas. On aurait pu parler de Yasuhiro Kano. Moi, j'adorais Pretty Face, M0. On aurait pu parler de Ranma, évidemment. On aurait pu parler d'Yotsuba, évidemment. On aurait pu parler d'un plein de mangas, en fait, évidemment. C'est absolument pas exhaustif. On aurait pu faire tout un tas de choses, voilà, de l'absurde, du malaise, du pipi caca, du chaos. Il n'y a pas qu'une façon de faire rire dans le manga, et je trouve que c'est ça qui est beau. Voilà, c'était ma conclusion. Mais non, mais c'est très drôle. Est-ce qu'on se marrait plus avant ? Des fois, les gens se demandent, mais peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, tout est possible en fait dans le manga, puisque évidemment il n'y a pas de limite. Et donc, moi, j'aime beaucoup les gens aussi les auteurs qui ont de l'humour. Et on parlait des parodies dans L'Attaque des Titans, mais il y a plein d'auteurs, quand tu leur laisses un petit peu d'espace, ils le prennent. Ouais. Et il se marre. Donc, je pense à Samouraï, l'habitant de l'infini. Je pense à l'autrice de Black Butler qui fait toujours des parodies de couverture sous les jaquettes. Si vous regardez, vous avez une belle collection de gags en fait. Robin, Cagnard. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se voit d'ailleurs effectivement, en général, dans les mangas, il y a les petits mots des auteurs, les petits gags et tout. Mais je pense que l'humour, c'est un peu l'art de pas se prendre au sérieux, mais de le faire sérieusement. Et le manga, en général, je trouve on citait Toriyama un peu en dernier auteur de notre liste. C'est un peu le maître en ça, quoi. C'est-à-dire qu'il pousse le fait de faire des blagues vraiment ras des pâquerettes, mais avec une rigueur dans le dessin, dans la mise en scène et dans la narration qui fait que c'est ça qui fait qu'au final c'est drôle, c'est que c'est bien fait. Cagnard, je te laisse le mot de la fin. Moi, à la base, je suis un petit peu comme Robin, c'est-à-dire que l'humour, c'est pas forcément le truc qui marche le mieux avec moi, dans le manga en tout cas. Je pense que j'ai beaucoup plus été éduqué par le franco-belge pour mon humour, ou même par le comics d'ailleurs, tu vois. Et le manga a toujours eu ce truc de il a du mal à me prendre. Mais par contre, ce que j'ai pu découvrir au fur et à mesure des années, c'est que j'ai quand même réussi à trouver des styles d'humour que je ne connaissais pas du tout dans les autres médias. Donc typiquement, je reprends Kyu Ayashida, tu vois, cet humour qui est inimitable. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu trouver en franco-belge, je pense. Et donc, même si c'est pas forcément le truc sur lequel je vais le plus m'arrêter, parce que c'est un genre d'humour qui est quand même très codifié de manière générale, je suis quand même content d'avoir réussi à trouver des trucs qui m'ont sorti de ma zone de confort de l'humour et qui m'ont fait me dire, attends, mais c'est vraiment drôle en fait ce truc. Merci de nous avoir écouté. Des mangas qui vous font rire, des mangas qui vous font marrer. Il doit y en avoir beaucoup. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire de cette émission, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur toutes vos applis podcast. Maintenant, on peut même noter les émissions, les podcasts sur Pocket Cast. Autre appli qui est pas mal c'est utilisée. J'utilise moi-même. Voilà, tu peux noter la 5e de couve. N'hésite pas à le faire, Robin, et n'hésitez pas à le faire vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une rediffusion, et puis ensuite nos mangas à suivre. Donc allez sur le sondage. N'oubliez pas le sondage. Oui. On le remet là dans le texte de cette émission, et allez voter pour les mangas que vous voulez voir arriver dans l'émission qui est dans 2 semaines. Voilà, maintenant vous savez tout. Merci, ciao. Salut, merci.